Nous sommes en direct, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Merci donc de nous recevoir chez vous pour le décryptage de ce dimanche. Le sujet principal reste donc cette révision de la Constitution actée par les députés dans la nuit du vendredi au samedi 15 novembre 2025. On va démarrer évidemment par les accusations ou polémiques qui tournent autour de la forme telle que nous l'avons fait ce matin. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Bafourécan. Bonsoir Angela, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Aux premières heures de la révision de la Constitution, nous avons pris l'antenne pour donc faire les toutes premières analyses. Mais avec les heures qui sont passées, il y a une polémique qui a commencé concernant bien évidemment le mode de scrutin choisi et également le dépouillement. Les démocrates qui accusent la majorité parlementaire de fraude, un hold-up électoral ont-ils dénoncé puisqu'ils ne se retrouvent pas dans le décompte. Selon eux, ils sont convaincus qu'aucun de leurs 22 députés n'a voté pour, leur voté oui pour le test qui a donc été adopté. C'est là où nous en sommes, Agapit Napoléon Bafourécan. La mouvance ou la majorité s'en défend. Voilà l'état des lieux après une révision constitutionnelle. Écoutez, moi, le parti des démocrates, je commence pas m'habituer à leur plainte et complainte, comme je l'ai dit. Et bon, un peu comme des petits enfants qui pleurnichent à chaque fois quand ils sont en difficulté, qui ne peuvent pas prendre les destins en main, qui sont incapables de réfléchir, d'avoir une stratégie, abandonnés par leur leader, totalement délaissés par leur sous-chef. 11 personnes, disons, en rade et en ligne de mire des accusations totalement fallacieuses. Un peu comme dans des films de science-fiction. Franchement, je pense qu'on mérite mieux. Bon, qui croit la mouvance ou la majorité parlementaire donne sa version. J'ai été chroniqueur parlementaire, j'ai vu des scrutins. Ce qu'ils disent là ne peut se faire qu'en science-fiction. Comment? Non, non, attendez. Oui. L'urne n'est pas scellée, ce serait de l'amateurisme. Première chose. En quelques secondes, on peut enlever, on peut ouvrir l'urne, changer des enveloppes. Bizarre. Et puis, en stratégie, regardez, voilà un processus qui se déroule en 2 temps. Vous êtes 11, vous avez la minorité de blocage, mais de justesse. 22, ils sont 22. Oui, vous êtes 11 dans la salle. Oui. Vous êtes 11 pour le deuxième tour. Non, pour le deuxième tour, voilà. Pour le deuxième tour, pour la prise en compte, ils étaient 22. Bien. Alors, lorsque le président du groupe parlementaire et le vice-président détalent, les autres ne savent pas qu'ils devaient les suivre. Ça, c'est la première chose. C'est de l'amateurisme lorsque la tête part et laisse les membres là pour un combat aussi sérieux. J'ai l'impression que ces gens-là, ils n'arrivent pas du tout. Ils ne savent pas le jeu, ils ne connaissent pas l'enjeu. Décider de rester n'est pas de l'amateurisme, c'est dire non jusqu'au bout. Pour quelle finalité? La finalité de dire non. En politique, c'est la stratégie. Vous avez la minorité de blocage. Et vous avez une minorité de blocage. Oui. Vous avez fait la prise en considération et vous avez vu donc que la majorité a voté, à moins qu'ils pensaient qu'au niveau de la majorité, il y aurait des défaillances. Parce que là, leur jeu est tellement... c'est un jeu d'amateurs. Ils ont 22 juste pour bloquer. Ils attendaient quoi pour faire le second vote? Le second vote ne les concernait plus. S'ils partaient, il n'y aurait pas de majorité. Et donc, du coup, il n'y aurait pas de... à moins que les députés convainquent le gouvernement d'aller en référendum. Parce qu'en réalité, le principe, c'est le référendum. Le principe, c'est le référendum. Mais le législateur, le constituant de 90 a été suffisamment subtil et il faut les saluer par ailleurs. Il y a beaucoup de failles dans la Constitution, mais franchement, c'est un travail de haut niveau qui avait été fait en 1990. On a beaucoup de choses à redire, hein. Moi j'ai suivi. Mais honnêtement, notre Constitution, l'un des socles, comme je dis, c'est la Cour constitutionnelle, mais honnêtement, lorsque vous allez à l'article 155, 156, il me semble, 156, qui... Non, ça c'est la forme républicaine. Mais ou bien le projet de... En tout cas, vous voulez parler de quoi? On dit que le projet n'est pris en considération qu'après, d'abord le projet de révision est pris en considération, au cas du projet, c'est le projet ou la proposition. Bien sûr. Pris en considération après un vote au 3 quarts.
Et on dit que ben, cette mise en considération maintenant est soumise au référendum à moins d'être, donc c'est soumis au référendum, à moins d'être voté par les 4/5e. Oui. Donc, si ce n'est pas voté par les 4/5e, il y a la possibilité du référendum qui est là. Alors, lorsque le Parti des démocrates constate qu'ils sont 22 et que les 22 ont la minorité de blocage, parce que si au départ ils n'étaient pas dans la salle, on dirait que ils allaient mettre en difficulté la majorité. Donc ils ont joué le jeu, mais c'est bien, c'est démocratique, c'est bon. Mais lorsque la tête du parti s'en va, c'est-à-dire dans la salle, le président du groupe parlementaire, moi, après la première prise en considération, quitter la salle n'est pas saboter le jeu. Parce que pour peu, ils ont quitté ils ont pu quitter la salle. Avant, pour d'autres votes, pour peu, pour la hack, les gens là, ils ont quitté la salle. Alors, pour des trucs, pour d'autres cas, ils ont quitté, mais c'est même que la révision de 2024, il me semble que le code électoral, est-ce qu'en fait, ils n'ont pas quitté? Pas la révision. Ils étaient là. La révision, ils ont réussi à faire la révision, à bloquer la révision avec quelques voix, mais pour le code électoral, il me semble. En tout cas, pour un parti qui est déjà habitué à quitter, honnêtement, lorsqu'on a fait la prise en considération, ils auraient pu, ils sont restés. Ils sont restés, ils sont 11. Ils sont restés, ils ont chamboulé les procurations comme le... Mais attendez, il y a un scrutin, les gens sont allés à 109, on a vu clairement les petits pictogrammes, c'est bien 109, rien n'a été raturé. Alors, est-ce qu'il faut aller dans ces genres de petits détails un peu à la limite, je dis à la limite en plus puéril. On a dit que, est-ce qu'on dit non 108, non 109, alors que, comme l'a dit Honorable, ils ont bien il y a une liste de margements. Oui, oui. En fait, c'est à ce niveau qu'on comprend plus finalement. Ça, on a l'impression que c'est un peu au petit trou, quoi. Ça dit un peu un jeu d'enfant, alors qu'on est au Parlement. Le Parlement, le rôle de la politique. Le Parlement, un débat viril. Le Parlement, un lieu d'adultes. Alors donc, s'ils sont encore là comme des enfants petits l'air, franchement, ça pose un problème. Mais puisque, justement, on sait qu'à la moindre chose, les accusations vont tout va et qu'on cherche le bouc émissaire. C'est peut-être la question que je n'ai pas posée à mon invité, Nicaise Fayon, ce matin. Une Assemblée nationale ne peut-elle pas simplement, je ne veux pas dire disposer d'un groupe électoral dynamique, mais en tout cas trouver le moyen pour éviter tout type d'accusation, pour qu'on n'en soit pas à ces accusations par médias interposés. On ne devrait même pas avoir ces accusations. Moi, pour moi, il y a beaucoup de choses à dire sur le Parlement. Il y a beaucoup de choses à dire. Et il faut que notre Parlement essaye de se moderniser un tout petit peu. Ils font des efforts. Vous voyez, on ne peut pas tout régler au même moment. Donc, moi, je n'ai pas envie d'être dans la dynamique de critique. Pour ne pas que... Sinon, normalement, quand il y avait avec la coupure successive, on aurait pu mettre le groupe, et bloquer le groupe. Et rester sur le groupe. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, la communication. Le Parlement a une radio. Le Parlement a une télévision. Bon, peut-être que pour des raisons de maîtrise de certaines choses, on ne veut pas faire du direct, mais on peut enregistrer le tout. Alors donc l'enregistrement aurait pu permettre de régler cette question. S'il y avait l'enregistrement du tout, on montrerait un peu cette séquence-là, et puis on en finit. Bon, même l'enregistrement, puisque la salle est au noir, bon, même s'il y a quelques tâches allumées par les démocrates. En tout cas, c'est une situation assez confuse. Non, c'est pas confus, pas du tout. Il ne faut pas qu'on puisse se perdre maintenant. Non, rien n'est confus là. Non, moi, écoutez, mettez-vous dans la configuration. Rien n'est confus là. Moi, je pense que ce parti, il n'y a pas mieux, 2 ou 3 qui ont voté. Et bon, c'est vrai peut-être qu'il n'y a peut-être pas, c'est pas pour des raisons de sécurité ou je sais pas, d'un peu manque de courage, sinon l'un de ceux qui ont voté aurait pu dire moi j'ai voté pour. Parce que normalement, il aurait dû le faire. Si c'était un vote à main levée, il aurait dû le faire et faire explication de vote. Il aurait dit pourquoi j'ai voté pour. Et normalement, comme je l'ai dit, le vote appartient aux députés. Même s'il y a la rigueur du parti, même s'il y a la discipline, vous pouvez dire pour ce vote, moi je vote contre. Vous aurez la sanction du parti et vous devez accepter la sanction du parti, mais vous l'acceptez en tant qu'électeur, en tant que représentant de la nation tout entière, vous seul, vous représentez la nation, vous n'avez pas de mandat impératif, vous décidez de voter en votre âme et conscience et vous expliquez votre vote. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de courage pour qu'on quitte là, qu'on reste dans ce genre
de bataille puérile, comme je l'ai dit, dignes de Hollywood ou des grandes salles de science-fiction, voilà. Mais comme je l'ai dit, vous l'avez posé le problème de l'électricité. L'autre côté, il aurait été que, bon, voilà, si le parti des démocrates avait réellement un leader, hein, si le parti des démocrates avait réellement un leader, si le parti des démocrates avait vraiment une ambition, si le parti des démocrates avait vraiment une stratégie, au lieu d'aller systématiquement après le vote, la prise en considération, il y avait deux attitudes. J'ai parlé de la deuxième, mais il y a l'autre, on négocie. On négocie. Puisque, il faut négocier quoi dans ce cas? On négocie, mais concrètement, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui empêche que nous votions? Mais on dit ce qui nous empêche. On met ça sur la table. Le Parlement, c'est le lieu des négociations. Moi, comme je le dis, j'ai passé 4 à 5 années au Parlement en tant que journaliste. Mais vous voyez des gens qui, des fortes employades en plénière, mais vous les voyez se tapoter, se tirer bras dessus. Moi, il y a de belles images comme Feu Moucharaf Ouadamassi avec Rodi Viana Soglo, mais c'est pathétique, c'était lors de grandes batailles PRD-RB. Mais vous voyez maintenant Rodi Viana Soglo, Feu Moucharaf bras dessus, et il se chamaille, enfin, un peu comme comment on appelle ça, de petites blagues, de plaisanteries, et puis bon voilà, à l'interne, le débat devient vif. Alors donc, ça c'est un Parlement. Et je pense que beaucoup ne savent pas qu'un Parlement fonctionne de cette manière, de dehors, mais eux le savent, parce qu'ils sont des parlementaires, et il y a de vieux briquets parlementaires parmi eux, dont Eric Mungete, qui est quand même un bon ancien, ça doit lui faire la 5e ou la 4e, donc du coup, ils s'y connaissent. Dans le cadre pareil, première prise en considération, ils demandent, c'est eux qui devraient plutôt militer pour un report, normalement. Mais il paraît que c'est eux qui ont, j'étais pas dans la salle, mais il paraît que bien que c'est eux qui ont plutôt milité pour qu'on en finisse. Un report, on discute, qu'est-ce qui nous dérange dedans? Si le Sénat, le patron va siéger, je l'ai dit la dernière fois, il va bien siéger. Il va finir par siéger, il n'y a pas de raison. Il siégera. Vous allez le voir prendre photo avec le président Talon. Vous allez le voir Yahi Talon. Vous allez le voir ensemble, prendre photo ensemble. Et ils vont faire une déclaration ensemble. C'est possible. Ça va se faire. Ça va se faire. Je n'ai jamais vu un cas où c'est totalement impossible. Ça va se faire. Et vous allez le voir. Bien. Donc du coup, pourquoi les jeunes là pensent que c'est la guerre? Ils sont encore... Parmi eux, je regarde, je ne trouve pas vraiment de grands briscards. Il y a quelques-uns, beaucoup, bon, il y en a parmi, et parmi les quelques-uns, certains étaient, bon, je n'ai pas envie de dire le mot, je peux pas dire inélégant, mais ils portaient une serviette à un certain moment donné. Donc, ils ne voient pas peut-être le jeu qui se joue devant. Ils n'ont pas l'expérience des grandes batailles politiques. Et donc, ça leur a filé entre les doigts. Et quand je les vois se lamenter, ils disent, mais attends, ayez la défaite digne. Je ne les ai vus dans aucune défaite digne. C'est Maître Agbodjo, à qui je pense quand même un salut. C'est le seul peut-être que j'ai vu avoir une défaite digne, c'est peut-être lui. Hein, ça, c'est dommage que les gens ne comprennent pas. Parfois, vous perdez. Regardez, la main de Thierry Henry, je l'utilise, j'aime utiliser la football, mais la main de Thierry Henry, c'est quand même un événement majeur. C'est pour la Coupe du Monde. On était en 2009, novembre 2009, un peu dans les cas comme ça, on était en barrage pour les qualificatifs de la Coupe du Monde. Et je répète, parce que ça fait la troisième occasion que je répète, mais bon. La énième fois, il n'y a plus de... On ne compte plus. On était... Donc, continue l'histoire. On le connaît, allez-y. Non, je la connais. Je la connais, mais bon. Donc, la main de Henry a permis à la France de se qualifier. Oui. La main, le ballon sortait, il a la main dans le jeu. Une passe à 8 heures qui met le but. Alors, l'air des langues du Sud, hein, l'air, c'est ça, ils ont protesté. Mais bon, l'arbitre a dit que le but était validé. Et comme l'édition de l'arbitre en ce qui concerne le sport du match ne change jamais, on peut sanctionner l'arbitre, mais on ne change pas le score. Du coup, c'est validé. L'air n'a pas dit je quitte la Coupe du Monde, je quitte l'UEFA, je fais ci, je fais ça. À la limite même, après, je pense qu'il y a eu des échanges entre eux. En réalité, il faut savoir perdre, même dignement, même parfois dans l'injustice. Parce qu'il y a toujours un temps pour ça. Donc, moi j'estime que depuis 3 mois, pour ne pas dire depuis 5 ans, 6 ans, on a l'impression que tout, ce n'est que contre eux, ce n'est que contre les démocrates. Tout le monde est contre eux. Mais eux ne sont jamais responsables de rien. Lorsque même ils engagent leur propre parti
pour désigner leur candidat. Finalement, ils cherchent la main extérieure, incapable de trouver un candidat pour l'élection présidentielle tôt, incapable de maintenir 28 députés et de garder le Graal de parrainage. Concrètement, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ma question est là. Concrètement, ils savent faire quoi? Non, mais nous sommes sur un champ où nos paysans se battent pour produire. Et c'est facile pour eux d'aller dire non, ne suivez pas le gouvernement, hein, suivez, allez vendre vos trucs. Mais eux, ils sont capables de quoi? Critiquer, commenter, disons, démobiliser. Mais en l'action, ils sont capables de quoi? Je cherche, je ne trouve pas. Donc, allez... Donnez-leur le pouvoir et vous verrez. Ceux qui sont capables. Ils ont bien le pouvoir. Nous, on a côtoyé le pouvoir réel de celui de leur chef. Alors, eux, ils sont amateurs. L'époque de leur chef est passée. Non, ils sont amateurs. Si vous voulez. Quand vous les regardez, ils sont amateurs. En tout cas, de toutes les façons. En tout cas, c'est-à-dire que même c'est-à-dire que vous savez, les théories d'amphithéâtre n'engagent que ceux qui sont théoriciens. En réalité, le praticien est à l'action, l'autre est à la théorie. Franchement, un théoricien leur aurait dit, à cette étape-là, quittez la salle. Ce n'est peut-être pas le bon, mais quittez la salle. Ça plairait que les gens, ils ont une minorité de non-blocage. Allez, on revient. Au moins cette nuit-là, ils n'auraient pas voté. Mais il me semble que, comme nous sommes dans un pays de croyants, hein, on a les mannes de nos ancêtres et puis on a Dieu. Je pense que Dieu a choisi son camp. Comment? Non. Les mannes de nos ancêtres ont choisi leur camp. En quoi faisant? Le camp de la... Oui, sinon ce qu'ils disent là, comme je vous ai dit, pour peu, ils ont vidé la salle. Cette fois-là, ils ont accompagné carrément le processus. Et maintenant, au lieu de se taire pour laisser au moins valider, ils sont là à se lamenter. Au mieux, au pire, j'ai dit quitter la salle. Au mieux, ils négocient. Comme je l'ai dit, qu'est-ce qui est dedans qui n'est pas négociable? D'accord. Hein? Le Sénat, la trêve. La trêve, ils vont demander, mais on met quoi dedans? Concrètement, ce qu'on met dedans, j'ai lu, j'ai regardé le test. Mais franchement, c'est à minima. Tout le reste se discute. C'est peu comme si vous avez des accords de coalition parlementaire, accords de gouvernement. Tout se discute. La trêve dont les gens, beaucoup parlent de la trêve, ils n'ont pas lu le test. On n'a jamais dit aux gens que vous n'allez pas agir. On dit que c'est les compétitions. Mais comment on va élire? Et nous sommes déjà à votre appréciation générale de ce qu'ils ont été. Président Angèle Toboula, je l'ai dit, ce n'est pas la première fois non plus. On élit un président au suffrage universel direct. Il est venu avec un programme. Au moment de dérouler son programme, on dit non, nous on est contre. Mais vous êtes qui pour être contre? Ils sont citoyens béninois. Mais c'est les citoyens qui ont lui donné ce pouvoir pour qu'il agisse. Donc, j'admets que c'est les citoyens. Alors, il y a quelque chose d'anormal. Comment? Le citoyen vous donne le mandat. Dès qu'il vous donne le mandat, lui disparaît. Oui. Donc, vous êtes détenteur de ce mandat-là pour agir en ces lieux et places. Vous déroulez, vous commencez, et des individus bloquent en disant qu'ils sont le peuple. Oui, parce que nous avons également donné le mandat. Aucune frange ne peut se revendiquer du peuple. Le peuple exprime sa souveraineté lors des référendums et lors des élections. Oui. Et donc, confie sa souveraineté à ses mandataires élus. Du coup, dites-moi, la Constitution dit que personne ne peut s'en revendiquer. Alors, ceux qui agissent, ceux qui vous tentent de bloquer, ils viennent d'où? Ils sont qui? Ils sont un citoyen comme moi. D'accord? Donc, ils ont les droits du citoyen. Ils n'ont pas les droits du peuple souverain. Non. Donc, ils ne peuvent pas bloquer les détenteurs du pouvoir et du peuple souverain. Ça, c'est béaba de la politique. C'est dans ce blocage, enfin, ce que vous appelez blocage, il y a, on va dire... la démobilisation, blocage, action violente, si ça ne va pas contre la loi, c'est que c'est autorisé. Mais ça normalement. Va justement donc, si ça va contre la loi, pourquoi on n'applique pas justement la loi qu'il faut afin qu'on puisse travailler comme on le voudrait? Détenus politiques, exilés politiques. Ça fait le même contexte. Je suis sérieux et grave. Je suis sérieux et grave parce que c'est quand même déplorable. Moi, j'ai jamais compris ça. Même en Europe, j'ai vu Jacques Chirac se faire élire. J'ai vu les tribulations de François Mitterrand à finir. Mais j'ai vu Jacques Chirac se faire élire. Et il désigne son premier ministre. Oui. Alain Juppé. Alain Juppé commence à peine les grèves. Il a commencé à peine, je vous dis.
Il est venu en 1995. Grève sur grève, grève sur grève, grève sur grève. Le mec, sur 2 ans, n'a rien fait de concret. Parce qu'on a les rues noires de Paris, machin, on ne veut pas qu'il y ait des changements. Finalement, on a poussé Chirac à dissoudre l'Assemblée. Il a fait les 5 années qui restent en cohabitation. Ça, c'est du désordre, c'est pas de la démocratie. Parce que lorsqu'on vous a élu avec pour un mandat, lorsque ce peuple vous a confié un mandat sur la base d'un programme, on vous laisse la main. C'est quand même normal, non? Si on ne vous laisse pas la main, comment vous allez démontrer que vous avez été à la hauteur? Un sélectionneur, je le recrute. Tu as pour mission de qualifier l'équipe pour la qualification de la Coupe du Monde. Il démarre, je lui dis non, mets tel joueur. Il lui dit non, tu n'auras pas, vous n'irez pas faire tel match amical, vous devez aller où? S'il rate, il n'est plus responsable. Parce qu'il n'a pas déroulé son programme. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné depuis 60. Personne n'est responsable de rien. Personne n'a jamais été responsable de rien. D'ailleurs, aucun mandat n'est terminé de 60 à 72. Aucun mandat n'est allé au bout. Aucun n'est allé au bout. Que ce soit les mandats civils ou les mandats militaires, c'est tout bloqué par quelqu'un. Alors, 72, on a pris. Bon, enfin. Maga, son mandat de conseil présidentiel est allé au bout. Mais pour lui seul. Parce que le conseil présidentiel, c'était 2 ans. Et en 114, il devrait faire, en 116, il devrait faire le point pour voir s'ils peuvent enfin, s'ils sont matures pour aller aux élections. Bon, en 72 déjà, ça a floppé. Alors, la révolution, c'est régime dur. On a dû mettre le parti unique, d'abord la force militaire, avec associé aux jeunes, plus le parti unique, ce que j'appelle le centralisme, pour tenir jusqu'à 90 banqueroute. Et depuis lors, on est revenu maintenant dans un schéma régulier avec la conférence nationale et la démocratie multipartite. Mais regardez cette démocratie. Yaïbon l'appelle Nescafé, Patrick Talon l'appelle débridé. Quelqu'un, lui, ne vous dit même pas le nom que lui donne. Lui, il regarde ça, il est nargue, parce qu'il comprend que c'est les intellectuels tarés dépaysés, comme ils savent le dire lui. Mais pour être plus sérieux, lorsque vous regardez tout ça, lorsque vous regardez tout ça, vous vous demandez, mais où est le centre politique? Où est l'action citoyenne? Où est le civisme? Où est le patriotisme? Où allons-nous? On élit quelqu'un et on ne veut pas qu'il termine son mandat. Comment on appelle ça? On lui donne un mandat et on le bloque, on lui met les bâtons dans les roues. Comment on appelle ça? C'est la démocratie? Non, c'est de l'anarchie. Et on s'est réveillé, cette fois-ci, on a constaté que c'est de l'anarchie. On vous demandera, quand eux, ils le faisaient, quand ils n'étaient pas au pouvoir, qui s'en plaît ou qui a agi contre eux. Dans ce sens-là, on vous le demandera. J'adore cette type de question et vous avez la réponse. S'il y a des gens qui n'ont pas été suffisamment responsables pour prendre leur responsabilité, on ne peut pas demander à tout le monde de l'être. C'est-à-dire que, au début, on peut dire que c'est... Tu vois, chez moi, là, on dit... Quand ça t'arrive la première fois, on peut dire que c'est un accident. La deuxième fois, à la limite, on peut dire que c'est un accident. La troisième fois, on va dire quand même. Non, toi aussi. Là, il faut aller chercher maintenant la cause ailleurs. Non. En fait, vous avez peut-être raison. Mais vous savez, au nom de la démocratie, au nom des libertés, en 90, on a choisi la démocratie multipartiste. Et donc, il fallait laisser. Soglo, il a payé cash. Il a payé cash. Cette bannière qui veut que lorsqu'un chef, on se met ensemble pour le faire venir, en même temps, on coalise en même temps pour lui en imposer ou bien pour le descendre. Lorsque le président Soglo n'a pas suivi avec quelques erreurs politiques, on l'a descendu. Les mêmes qui ont fait de la bataille contre Kélékou sont les mêmes qui sont la menée. La menée de, comme il a dit, nous étions dans les filas, ils sont venus nous chercher. Donc, voilà un peu. Alors, quelqu'un est venu, il a dit, bon, moi je ne touche à rien. Faites votre affaire, parce que c'est contre moi que vous avez tout fait. Criez sur moi. Journaliste, vous pouvez même m'injurer du matin au soir, si ça peut vous permettre de vendre votre affaire. Politiciens, vous êtes des intellectuels tarés, vous ne savez rien, je suis le maître. Donc faites ce que vous allez, vous pouvez redoubler. Bref, quelqu'un a nargué toute la classe politique. Pendant 10 ans, il a gouverné, il a fait ce qu'il pouvait, mais il n'a raté aucune occasion pour leur
Yaïboni est venu dans la limite du changement. Et lui-même n'a pas pu. Et c'est là que moi je dis que le parti des démocrates devrait être un parti quand même école. Parce qu'ils peuvent mettre quand même quelqu'un qui a expérimenté le pouvoir. Il est venu pour changer. On ne peut pas dire qu'il n'a pas tenté, mais il n'a pas réussi. Au départ, il a dit bon, c'est parce que les bases éthiques et morales et spirituelles sont ébranlées. Et après, il a dit on refonde. Mais qui refonde la République réellement? C'est Patrice Talon. Finalement, c'est Patrice Talon qui refonde la République. Donc, mais si Patrice Talon réussit à refonder la République dans le contexte dans lequel nous sommes là, presque à pas de charge, lui-même en arrive vraiment à s'en désoler. Suivez ses sorties, ces différentes sorties depuis 2000, depuis son arrivée au pouvoir. Vous allez voir qu'à la limite, je me rappelle aujourd'hui, je me rappelle par exemple, cette phrase, nos sacrifices d'aujourd'hui seront nos succès de demain, par rapport aux réformes. Par exemple, lui-même se disait qu'il soit obligé d'agir pour que demain soit meilleur. Combien suivent? Et qui bloque? Ceux qui ont été aux affaires. Donc, il faut qu'on se pose la bonne question. Et quand on se pose la bonne question, on va à la thérapie. Donc, la trêve politique, par exemple, et la thérapie est une thérapie. D'accord. Parce que nos populations n'aspirent qu'au travail. C'est dans les grandes villes qu'il y a la chienlit. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler, on a les mains sur le clavier du matin au soir. Les Chinois qui ont créé TikTok, je suis convaincu qu'ils doivent rire de nous. Parce qu'eux, ils travaillent. Et nous, on chante, on se regarde, on injurie les autorités, on injurie les autres, dès qu'on ne prouve pas en position, on injurie, on va injurer votre père, votre chef, on va même s'attaquer à votre chef. Et on pense que ça, c'est la démocratie. Ça, c'est pas la démocratie. Donc, ce que combat le texte révisé, ce n'est pas les libertés d'aller et de venir. Oui, ce n'est pas les libertés d'entreprendre. Ce n'est pas les libertés. Donc, un État doit avoir. Donnez-moi une organisation qui n'a pas de règles. La liberté, ce n'est pas dans aucun texte de la liberté d'expression. Depuis la déclaration de 1789, dans aucun texte, il n'y a pas cette liberté qui soit sans limite. Elle s'exerce toujours conformément à la loi. Oui. Donc, alors pourquoi vous voulez qu'on réinvente ce qui existe déjà et qui existe depuis des siècles et des siècles? À l'épreuve, on évaluera cette trêve, puisque ça ce n'est pas la panacée. Ce n'est pas la... Ça aura ses limites sans doute. La perfection n'est nulle part. Nulle part. Donc, c'est pour dire qu'il y aura toujours des limites. Ce texte, d'autres vont le retoucher quand ils en auront besoin. D'autres vont le retoucher quand ils en auront besoin. Mais il faut mettre fin. Il faut éduquer la jeunesse. Vous voyez, nous, on est déjà habitués. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui attaquent, il y a deux catégories. Il y a ceux des gens de ma génération, peut-être, qui sont déjà habitués à critiquer, à cette chamaille, et qui se demandent, mais on veut nous bloquer, on veut nous empêcher. Et presque peut-être de bonne foi. Et puis, il y a la jeunesse qui ne comprend pas. Qui a l'impression qu'on veut l'empêcher. Parce qu'elle n'a rien vécu. Elle n'a pas de repères. Elle ne connaît pas l'histoire du pays. Elle n'a rien. Donc, du coup, derrière, elle regarde, elle ne voit rien. Devant, elle voit TikTok. Elle voit les réseaux sociaux. Elle n'a que ça à faire. Et elle s'y adonne à cœur joie. Voilà un peu le mécanisme. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de repères. C'est normal qu'ils se lamentent. D'accord. Donc, lorsque ça va démarrer, ça va évoluer. Ça aura ses limites sans doute. Ça va se corriger. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Cette rêve, son application sera donc faite par ce Sénat qui a été pris. Je ne vais pas vous relancer sur l'utilité puisqu'on n'en est plus là. On va s'intéresser à une autre attribution de ce Sénat-là. J'interrogeais Nikes Fayon là-dessus. Agapit, Napoléon Bafouékan, que dites-vous de cette possibilité donnée aux membres du Sénat de retirer des droits politiques et civils aux acteurs politiques qui ne se retrouveront ou qui ne, on va dire, qui s'écarteraient des comportements attendus des acteurs politiques lors de cette règle? Ça revient à la même question que la haute cour de justice. Qu'avons-nous à dire de cette haute cour composée de députés, donc d'hommes politiques élus, de membres de la Cour constitutionnelle, dont des personnalités non de droit, et qui doivent juger un président de la République, par exemple. C'est la même chose. Donc moi, je ne pense rien. Je dis,
En 90, on a créé une haute cour de justice composée de politiciens, 6 députés, 6 membres de la Cour constitutionnelle, dont 2 ou 1 qui ne sont pas des juges, qui ne sont pas de droit, du secteur du droit. Alors, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 7 sur 13 ne sont pas juristes, ne sont pas juges, ne sont pas du corps de la justice. À la limite, 6 sont des politiciens. Même les autres 6 de la Cour constitutionnelle sont élus, enfin, sont désignés, pas des hommes politiques. Alors, c'est mieux. Donc, pourquoi est-ce mieux? Moi, je n'en sais rien. Voilà. Mais donc, là, le client, c'est le chef de l'État. Et d'ailleurs, il n'a jamais de client. Et les membres du gouvernement. Donc, du coup, gageons que le Sénat n'est pas de client. Difficile. Non, c'est pas difficile. Parce qu'on parle d'acteurs politiques cette fois. Donc, le champ est beaucoup plus large maintenant. La Constitution, c'est le visage qu'on veut donner à son pays. Et c'est par rapport à ceux qui sont le constituant d'aujourd'hui, c'est celui qui en a le pouvoir. C'est celui à qui, c'est le peuple le constitue. C'est-à-dire, puisqu'il donne corps à une volonté populaire qui lui est soumise maintenant directement pour validation. Vous comprenez? Oui. Le Parlement représente le peuple. Chaque député est l'élu de la nation, il n'a pas de mandat impératif. Absolument. Et dans les conditions voulues par la Constitution de 1990, la Constitution est amendée. Mais c'est exactement ce que nous avons mis dedans. On l'expérimente. Mais pourquoi nous sommes qui pour juger que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Pour juger que c'est normal ou c'est anormal? Moi, je veux comprendre. C'est dans notre texte. C'est conçu la discrimination positive. C'est normal ou c'est anormal? L'homosexualité, c'est normal ou c'est anormal? Mais ces choses-là sont validées ici ou là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est normal dans ça. Nous sommes, autant on est, autant chacun trouvera ce qui est normal chez lui, ce qui n'est pas normal chez lui. Moi, je n'ai pas d'a priori. Je n'ai pas d'a priori. Donc, moi, j'ai connu, sous la Révolution, très jeune, que le juge doit être accompagné par des sages pour ne pas, qui vont l'aider à prendre la décision de justice. Juge populaire non professionnel. Mais la démocratie ne l'a pas adopté. Et pourtant, il y a une sagesse dans cette affaire. Vous voyez, chaque système avec son mécanisme. J'ai une haute autorité de l'audiovisuel de la communication de 9 personnes, qui est la haute chambre, on dit la haute autorité pour les questions de médias et de la communication. Mais qui sont les plus nombreux? Les gens ne désignent pas les politiques. C'est-à-dire 6 sur 9. On s'est plaint, on s'est lamenté, mais c'est resté comme ça. Parfois, par chance, on a des professionnels que des hommes politiques désignent, comme cette fois-ci, comme notre président, mais il n'est pas moins désigné par le chef de l'État quand même. Oui. Donc, c'est dire que, et dans les changements de parti talent, d'ailleurs, si la constitution de la révision de 2017 avait fonctionné, peut-être que ça aurait changé. Mais quand cela ne tienne, on tourne avec ça et puis rien ne s'est passé. Rien de grave ne s'est passé depuis lors. Donc, pourquoi on se fait peur? Pourquoi on dit, moi je dois pécher, donc ne mettez pas les commandements? On prend les commandements, on tente de les respecter, il y a déviance, on discute. Je ne pense pas que cette chambre soit un peu l'inquisition qu'on a connue en ces temps-là. Hein? Le temps des auto-da-fé. Je ne pense pas que le Sénat soit une chambre d'auto-da-fé. Donc, au contraire, c'est des personnes de certain âge. Vous avez beau être un homme de rigueur. Plus vous prenez de l'âge, plus vous devez réfléchir. Donc moi, j'ai foi que quelqu'un comme Maître Adrien Mbedji, 80 ans passés, Bruno Amoussou, 80 ans passés, Idjiko Laolé, septuagénaire, Mathurin Kofi Nago, septuagénaire, Boni Yahi, près de 80 ans, 75 ans, 66, 76, Patrice Talon. Donc, quand vous prenez ceux-là, mais regardez leur âge et leur expérience, vous pensez qu'ils vont se réunir pour regarder à la tête du client pour dire, d'abord, ils ne viennent pas de même suffisant. Ils ont combattu. Mais ils vont discuter. C'est l'arbre à palabre. C'est le regard du sage. C'est le regard du vieillard. C'est-à-dire que, peut-être, c'est pas comme une décision de justice. Parce que, qui est très, très organisé, enfermé dans des lois et des procédures. Peut-être que c'est un regard d'adulte. Mais aussi nous comme on dit. Mais aussi nous donc, regard d'adulte.
regard du sage. Et donc, pourquoi on a peur? Ma question est là, pourquoi on a peur? Voilà, tous les matins, nous disons, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et pourquoi on n'a pas peur de dire, mais est-ce que je pardonne réellement à ceux qui m'ont offensé? Combien de chrétiens répètent le Notre Père et tiquent à ce niveau-là, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés? Donc on répète dans le qualifiement, c'est un bon. Alors, s'ils le font comme ça, alors pourquoi ils ont peur d'affronter des choses beaucoup plus simples? Vous mélangez deux matières qui... Que quelque chose qui est plus spirituel. Ah non, c'est que vous prenez votre bouche tous les matins. Ou bien vous dit de pardonner, que vous pardonnez alors que vous savez que vous mentez. Dieu, il est miséricordieux. Les matières ne sont pas le Sénat le sera autant. Le Sénat le sera autant parce que c'est des pères. C'est les pères. C'est une chambre de pères. C'est une chambre de sages. Moi, j'ai aimé qu'ils aient plutôt fait l'option des rôles des anciens militaires. Oui. Là, franchement, je suis content parce qu'ils laissent le militaire en fonction au chef de l'État. Et ça mélange rien. Les anciens ont toujours le regard ancien. Les anciens chefs d'état-major, ils sont toujours utiles. Donc, d'ailleurs, ils sont déjà actifs. Donc, les dedans, ça règle le problème. Ensuite, ils l'ont ramené à 85 ans. Bonne chose. Ensuite, je pense qu'ils ont écouté. Et ça, c'est important. Parce qu'ils ont écouté quand même. Le premier test n'est pas celui qu'on a vu, non. Finalement. Donc, ils ont intégré, il faut les saluer. Moi, je les salue. Par ailleurs, le reste, il n'y aura aucun test parfait. Même si nous tous dans cette salle, nous signons de nos mains la nouvelle constitution, il y en aura toujours un pour trahir. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de meilleur test. Il n'y en aura jamais. Félicitons d'abord ceux qui sont là et qui ont fait ce beau travail de doter notre pays des leviers pour avancer sans chamaille, sans grand chamaille. Au moins, si vous êtes leader, vous savez que vous ne pouvez plus conduire votre peuple dans vos militants, dans des voies sans issue qu'on a connues. Oui, j'entends des gens dire, mais qu'est-ce que c'est parti dans la réussir, pourquoi il pense que d'autres ne vont pas réussir? Non, non. Ce qu'on a vécu ces 10 dernières années, il ne faudrait pas qu'on revive ça. Les gens n'ont pas, mais beaucoup ont déjà oublié 2019. On ne doit pas oublier. Parce qu'il y a des gens qui portent des stigmates. Il y en a qui utilisent la détresse des familles qui ont perdu leurs parents. Ils les utilisent à des fins politiques. Mais des gens ont perdu leurs parents, effectivement. Donc, il ne faudrait pas que nous en arrivions encore à ce moment si l'État peut garantir, peut empêcher, peut réguler, peut circonscrire. Moi, je dis basta. Et c'est pour ça que je salue le travail. Je pense qu'ils sont rentrés dans l'histoire parce que quand on parlera de très politique, je pense que, je ne sais pas, en Afrique, et de manière subtile, vous lisez, vous voyez que c'est quand même à dose homéopathique. Aucune liberté centrale n'est mise à défaut. Je dis liberté centrale. Liberté, moi je regarde les parts de droits civils, droits politiques, les droits sont là. Mais régulés. Comme d'ailleurs le disent tout texte conformément à la loi. Voilà. Le mandat maintenant, ou les mandats sont désormais de cette année à Agapit Napoléon Bafouékan. Ce samedi matin, on n'en était pas sûr, là c'est confirmé. 7 ans pour le président, pareil pour les députés et également les maires. Le besoin, selon Nicole Fayon, c'est toujours pour le développement, mais il a compris, enfin, il a reconnu que même si on le donnait 14 ans, ça ne suffira jamais. Mais au moins on a 2 ans pour éviter des élections. Donc pour moi, c'est déjà suffisant. C'est vrai, vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des yeux. C'est clair. Donc, autant on peut expliquer, autant on peut comprendre, mais autant on peut aussi comprendre ceux qui ne comprennent pas. On peut aussi comprendre ceux qui ne comprennent pas. Oui. On peut comprendre ceux qui ne comprennent pas. Oui. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui a justifié? Il y a un raisonnement qui a conduit à ça. Bon. Qui ne convainc pas vraiment. Non, c'est pas à convaincre. C'est qu'ils ont estimé qu'il le fallait, ils l'ont fait. Bon, ils en ont le droit. Voilà. Ils ont le pouvoir de le faire, donc ça a été fait. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Ils en ont le pouvoir. Ils estiment. Mais moi, je vous dis, moins d'élections possibles, mieux ça vaut.
Après, il faut bien remettre le mandat en jeu. Il faut bien remettre le mandat en jeu. Donc, cette année, c'est bien. Cette année, c'est bien. Si on avait adopté le projet présidentiel en 2017, c'était un mandat unique. Beaucoup ont déploré ça. Donc, bon. Alors, je ne sais pas. Si moi je dis que c'est une mauvaise chose maintenant, sur quelle base je le dis? Je veux bien comprendre. Je veux bien, mais pourquoi je dis que c'est une mauvaise chose? Et qui dit que j'entends, c'est pas le moment, il fallait attendre le prochain Parlement. Le prochain Parlement, quand il va venir, il va commencer, il va dire, ah, il vient d'arriver, comment dire? Il n'y aura jamais le bon moment. Il n'y a jamais le bon moment pour faire quoi que ce soit. Excusez-moi. Oui. Il n'y a jamais le bon moment pour démarrer pour une action. Dès que vous en avez l'intention et que vous en avez le pouvoir, avancer. Et le dernier élément sur lequel nous allons, on va dire que nous allons aborder, c'est ce mandat qui sera retiré aux députés ou au maire qui démissionne de son parti politique. Est-ce vraiment la solution à la transhumance, Agapi Tapelo Mavoka? À votre lecture, à vous, en tout cas pour les députés, enfin, ceux qui s'expliquent, c'est un moyen quand même. Un gros moyen. un gros moyen. Un moyen qui peut se retourner contre eux-mêmes. Il y a une réforme des financements en France, hein, je veux croire ma mémoire, mais sous le Premier ministre Michel Rocard, Premier ministre socialiste, 88, 91, si je ne me trompe, Michel Rocard, 88, 91. Le premier à en pâtir, c'est le PS, le Parti socialiste français, dont il est issu. Et donc, eux-mêmes. La réforme, la première cible qui a la broyer, c'est ce qu'ils ont. C'est vous dire, dès que vous faites une réforme, ça veut dire que vous êtes à l'abri. Donc quand vous dites que ça peut les... Non, c'est pas fait pour... Vous savez, ceux qui font les tests, naturellement, les tests sont impersonnels. Ils les font. Mais on ne peut pas dire qu'ils les font de manière neutre. Aucun test n'est fait de manière neutre. Aucune loi n'est neutre. Aucune. Parce qu'il est inspiré par quelqu'un pour aboutir à un résultat. Oui. Donc, la loi est impersonnelle, parce qu'on ne peut pas dire à cause de Angèle Toboula, mais on peut viser Toboula en faisant la loi. Mais c'est que après, ça va dépasser les limites de Toboula, parce qu'on peut pas voter la loi aujourd'hui, elle est la possible demain. Elle s'imposera. Elle va quitter le champ où Toboula a été frappé, et ça va frapper d'autres. Et ça peut frapper les dictateurs. Donc, c'est pour ça que les gens qui se lamentent, qui se plaignent, qui veulent être à la place des députés aujourd'hui alors qu'ils ne le sont pas. Je me dis, mais demain, c'est peut-être eux qui vont le plus profiter. Et ça me rappelle toujours en France, mais qui a le plus critiqué la Cinquième République française? François Mitterrand. François Mitterrand. Feu François Mitterrand. L'un des grands adversaires de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui a taillé la Cinquième République à sa haute taille. Il a managé à sa haute taille. Mais il a fait. Mais c'est justement malgré sa taille, ça n'a pas empêché de perdre le référendum de 69. Il a fait une consultation, il a perdu. Il a démissionné. Mais François Mitterrand, qui était l'un des pourfendeurs de cette république, de complot et de cette Cinquième République, coup d'état permanent, mais c'est celui qui en a profité le plus. Il a fait les 7 ans fois 2. Il était déjà d'un certain âge, 60 combien, 69, on verra bien ça compte. Il a fini pratiquement à 66, 77 ans. Mais il s'est tapé les deux. Et c'était une maladie qu'il avait, sa maladie qui traînait. Peut-être qu'il aurait eu un troisième mandat, parce que le septennat n'était pas limité à l'époque. C'est pour dire simplement quoi? Les pourfendeurs d'aujourd'hui seront ceux qui vont en profiter demain. Et le premier d'entre eux, c'est le président Yahi qui va siéger au Sénat, comme je l'ai dit. Vous allez le voir. Ça va, oui, j'en parle parce que c'est les repères de beaucoup de personnes. On se dit, ah, le président Yahi est contre, ah, tel est contre, ah, tel est contre. Mais quand ils vont commencer à siéger, ceux qui se sont exposés sur les réseaux sociaux, dont certains vont finir par être pris parce qu'ils vont outrepasser les limites de l'acceptable et vont tomber sur le coup de la loi.
Pendant ce temps, quand ils sont en train de limer leur dents contre les fers, l'autre est en train de siéger au Sénat. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Pour moi, tout est relatif. Tout est relatif. Et c'est dans cette relativité qu'il faut saluer l'action de ceux qui prennent des risques. En disant, réguler la vie d'un groupe n'est pas facile. Parce que pendant que l'un veut qu'on tire à gauche, l'autre veut qu'on tire à droite. Il y en a qui tirent vers le bas, il y en a qui tirent vers le haut. Et vous êtes là à gérer l'équilibre entre la route et la santé. On dit que le président Talon n'a pas investi dans l'humain. Et on regarde, mais dans quoi il a investi alors? Quand vous regardez la cité ministérielle, allez juste au maquis de la cité ministérielle, et vous verrez le joyau qui est là. On va dire, oui, mais c'est des édifices. Mais mon Dieu, ce n'est pas les animaux qui y vont. Et pour avoir ça, il faut une stabilité. Pour ce qu'on a vu là, c'est des choses qu'on a pu prendre 10 ans pour faire. On a vu des éléphants blancs qui n'avaient pas cette taille. Pour le faire, il faut un leadership. Et c'est ce leadership, tout le monde ne l'a pas. Et puis tout le monde ne l'a pas, la chambre des anciens est là. Pour gérer, pour réguler. Et tous d'autres problèmes vont se poser. Il y en aura. Comme je dis, ce n'est pas la panacée. 7 ans, ce n'est pas la panacée. Quoi encore vous avez dit, droit civil. Mais ça va juguler, ça va réguler, ça va gérer au mieux. On n'aura plus la chamaille, je vais encore emprunter cette belle expression. Mais on a ce beau mot, je veux dire, enfin, qui montre quand même le niveau du désordre. On n'aura plus cette chamaille, mais il y aura peut-être d'autres qu'il faut réguler. Maintenant, il va falloir quand même que la classe politique aussi, les leaders politiques travaillent dans l'éducation citoyenne, dans la communication sociale et publique. Parce qu'en fait, il y a un gros fossé. Les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai discuté avec des gens qui m'ont pris à partie parce que j'ai dit des choses, ont juré. Et après, je suis entré dans leur inbox, dans deux, pour demander quand même quel est le problème, est-ce qu'ils me connaissent. Mais bon, ils ont quand même très bien argument, ah, vous êtes là-bas, vous mangez, et ah, vous laissez le peuple, vous taillez les choses pour vous. Donc, c'est une affaire de social. Comment, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Donc, il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui prennent le problème comme un problème social. Avant, au moins, nous, on avait petit, on avait ça, maintenant, on n'a pas. Enfin, il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut peut-être essayer par la communication. Donc, ça, c'est le jeu des partis politiques. Il va falloir que lorsqu'on va finir avec tous ces moments, vous voyez, ce que je parti les démocrates n'est peut-être pas anodin, mais ça montre le niveau de déliquescence dans lequel on se retrouve. Lorsque ce parti dirigé par un ancien chef d'État, comment on arrive là, ça pose un problème. Les gens regardent ça comme parce que bon, c'est Yahi contre Talon. Non. Ça montre le niveau de déliquescence dans lequel nous sommes. C'est le niveau d'affrontement. On affronte facilement l'autorité. On est héros en affrontant l'autorité. On est héros en injuriant les chefs. On est héros en ne travaillant pas. Mais en passant son temps à dire on ne va pas faire ceci, parce que c'est l'État qui l'a demandé. Et on est héros parce qu'il y en a qui, frustrés par ici, frustrés par là, pour avoir leur revanche, soutiennent ça. On est heureux parce qu'il n'y a pas de repère. Donc du coup, on se laisse aller à n'importe quoi. Et après, on va dire, ah, les droits de l'homme sont en jeu. Moi, je pense qu'il faut la communication juste. Et ça, on ne l'a peut-être pas encore. La communication juste au niveau des partis politiques, vers la base. Là encore, il faudrait dire que ces partis se restructurent. Nous avançons. Je ne dis pas que rien n'est fait. Nous avançons. On avance positivement. Regardez, la dernière fois, on a déploré que le projet, la proposition là, n'a pas été, que ça devait tomber dessus. Un peu comme par surprise. Et tout le monde surpris a commencé par, et puis on s'est ajusté. Mais regardez hier, après le vote, les explications que ce soit à la DATI, que ce soit du président du groupe parlementaire BR, Hassan Seibou, ce dimanche sur une chaîne Canal 3 pour ne pas la citer comme une publicité. Et
par ailleurs, Nickel Fayon sur notre chaîne, vous écoutez, vous savez que là, ils ont la maîtrise, ils ont le temps. On dirait qu'ils sont dégagés pour mieux expliquer, parce qu'ils ont le projet. Ouais, bon, donc, ça veut dire quoi? Qu'il y avait une sorte de retenue. Pourquoi on n'a pas à se retenir? Moi, je pense qu'il faut expliquer. Ouais, quand vous l'avez vu, on donne l'expliquer, c'est tellement, il est président de la Commission des lois, il est maître de la procédure, il connaît la procédure, en l'expliquant. Je pense qu'il y a des gens qui ont été convaincus, qui, quelques jours avant, disaient autre chose. Quand vous écoutez Hassan Seibou, ce jour, vous avez vu que c'est expliqué par cet incident que les démocrates ont pris comme par avant, mais ça a été démonté, clairement. Demain, il ne peut pas dire le contraire. Donc, il faut expliquer. Il faut communiquer avant. Je pense qu'il y a une élite, il y a quand même une certaine classe qui souhaite qu'on lui explique, qui veut comprendre. Moi, j'ai écouté Robert Dossou, qui intervenait croyant que le prolongement du mandat profiterait au chef de l'État. C'est ce que j'ai cru comprendre dans son audio. Parce qu'il parlait de 2019 déjà, je vous ai passé, et il dit pas que c'est pas normal que le jour où vous avez pris fonction, commence votre mandat, que c'était déjà acté, on ne peut plus prolonger quand vous êtes en fonction. Donc, j'ai cru comprendre qu'il pensait que le mandat devait profiter à partir de talon. Mais ce n'est pas le cas. Donc, moi je pense qu'il faut expliquer. Il faut expliquer. Et bien que les tests soient disponibles, il faut continuer. Je pense que ceux qui sont nerveux, parfois violents ou brutaux, il ne faut pas se fâcher après eux. Il faut expliquer. Il faut continuer à communiquer, à expliquer. Donc, moi je plaide pour qu'il y ait une sorte de partenariat fécond avec les médias pour une communication. Les partis communiquent à l'interne, mais ce n'est pas la même chose. Donc, encore qu'un seul moyen de communication ne suffit pas, il faut aller. Et ce n'est pas une émission dans une radio aujourd'hui, ça suffit. Donc, c'est-à-dire la stratégie de communication. Le plan et le déroulement doivent être ce qui s'est passé lors de Covid, où on a pris des mesures draconiennes. C'est des mesures draconiennes. On a envie que le peuple, les populations soient en phase. Je pense que lorsque l'action publique est pensée, et sur des actions d'envergure, il faut mettre la communication nécessaire. Après, il y en aura qui ne seront toujours pas d'accord. Il y en aura qui seront toujours de mauvaise foi, mais il y en aura quand même et beaucoup qui comprendraient et qui seront moins virulents ou alors qui vont adhérer. Et plus il y a d'adhésion, plus le résultat est probant. Merci à vous, capitaine Pelon Africain. Le test ou la révision a été votée donc par 90 députés. On attend ce que la Cour constitutionnelle dira. Oui, en effet, la Cour constitutionnelle est la dernière institution, un peu arbitre, comme on veut le dire, dans ce jeu. Mais sa mission est circonscrite. Disons qu'elle n'a pas un gros travail de fond à faire. Elle a contrôlé quelques procédures. S'il y a deux cas, si elle reçoit des requêtes, par exemple, elle est saisie par des citoyens ou par des députés ou autres, elle va statuer pour savoir s'ils ont qualité à la saisir. D'accord. Et je pense que dans le cas d'espèce, les députés, le président de l'Assemblée nationale ont qualité à saisir pour autre chose que pour le contrôle de constitutionnalité. Je pense que le chef de l'État doit déférer cette loi au contrôle de constitutionnalité. Donc le président de la République, lui, la qualité à déférer la loi pour le contrôle de constitutionnalité. Les autres peuvent saisir l'institution pour des requêtes. Alors donc ça, c'est la première chose qui est importante à faire. Les requêtes en question, si elles heurtent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ou la loi fondamentale elle-même. Donc on n'est pas encore dans le fond. Parce qu'en réalité, la Cour constitutionnelle n'aura pas à statuer dans le fond. D'accord. Elle aura à statuer donc sur les questions de forme et surtout du respect des procédures. Parce qu'elle même constate que le pouvoir souverain, détenu par le peuple, par voie référendaire, ou par l'Assemblée nationale, en qualité de révision. C'est-à-dire que le pouvoir souverain que le peuple détient par voie référendaire est détenu également par l'Assemblée nationale au moment où elle procède à la révision de la Constitution. Bien sûr, oui. Selon les dispositions de l'article 154
et 155 de la Constitution. Et donc, la Cour procède au contrôle de constitutionnalité pour savoir est-ce que l'Assemblée nationale a respecté les dispositions de l'article 154 et 155 de la Constitution. L'article 154 dit l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Donc, au président de la République, après décision prise en Conseil des ministres, et aux membres de l'Assemblée nationale. Maintenant, pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'article 54. Et l'article 55 continue en disant que la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Donc, la Cour va vérifier qui a l'initiative de la loi. Est-ce que c'est ceux qui ont l'initiative qui ont déposé? Ensuite, dans le cas d'espèce, c'est une proposition de loi par les députés. Ensuite, est-ce qu'il y a eu le vote de la prise en considération? Le vote a eu lieu et a obtenu 87 voix pour et 22 contre. Ensuite, est-ce que le quorum des 4/5 ce quorum a été atteint au niveau de la procédure donc de vote, parce que la Constitution est révisée par l'Assemblée nationale, donc il faut les 4/5. La Cour va regarder le PV et s'assurer que les 4/5 sont atteints. Si c'est réglé, il y a alors la disposition de l'article 156 qu'elle va contrôler. L'article 156 de la Constitution dispose que aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Donc, lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Ça, c'est la première condition. Ensuite, l'article poursuit. La forme républicaine et la laïcité de l'État ne peuvent faire l'objet d'une révision. Donc, voilà les 3 conditions. L'intégrité du territoire, ensuite, la forme républicaine et la laïcité de l'État. Donc, la Cour s'assure que ces 3 conditions, 1, l'initiative de loi, la prise en considération, 2, le quorum pour contourner la voie référendaire, et enfin, les conditions, le cadre dans lequel est logée la révision, c'est-à-dire les limites, l'intégrité du territoire, laïcité, forme républicaine. Donc, lorsque ces 3 sont réunis, normalement, la révision est acquise. C'est pour dire quoi? Que la Cour n'aura pas à statuer sur le Sénat, sur trêve, sur septennat, etc. La Cour n'aura pas à entrer dans cela. C'est pas ce champ-là lui échappe. Donc, en résumé, je peux dire ceci que ce que fera la Cour, sous réserve de ses propres prérogatives, comme les choses évoluent, mais au regard du passé, donc de ce qui s'est passé en 2006 et ce qui s'est passé en 2019, la Cour va d'abord contrôler ces éléments dont j'ai parlé, 154, 155 et 156. Et si elle avait des saisines, elle va voir la recevabilité, mais normalement, dès que les procédures en question sont respectées, si l'Assemblée nationale prouve qu'elle a respecté son règlement intérieur, normalement, il ne devrait plus avoir de problème. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à la date de ce 16 novembre, à charge, sous réserve de ce que la Cour elle-même dira, compte tenu quand même de sa latitude qui nous échappe parfois. On verra justement la suite. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le décryptage de ce dimanche. Merci à vous, capitaine Napoléon Baforican. Merci surtout à vous qui nous avez suivis. Nous vous rappelons que ce décryptage est en nouvelle diffusion ce lundi après le bulletin de la mi-journée et également disponible sur nos canaux digitaux e-télé avec vous. Pour